Nous allons maintenant terminer cette série consacrée au régime transitoire avec un exercice issu d'un final relativement ancien, relativement ancien, donc ça fait 5 ans, sur un circuit du deuxième ordre. Donc c'est à la limite du programme maintenant parce qu'on a un peu écourté le, le semestre en termes de contenu pour assurer une bonne compréhension au moins des bases sur les circuits du premier ordre. Et donc là, l'objectif de cet exercice, qui demeure toujours dans les sujets proposés en TD, c'est de bien montrer que la difficulté dans l'étude de circuits électriques en régime transitoire, c'est pas tellement la résolution des équations différentielles, parce que c'est vraiment l'utilisation d'outils mathématiques, alors pas forcément extrêmement simples sur les fondamentaux, mais une fois qu'on a accès aux formules, les calculs ne sont pas très compliqués. La difficulté majeure, c'est de correctement mettre en équation un circuit, et ça ne se limite pas à l'écriture de l'équation différentielle, ça consiste également à correctement identifier les conditions initiales mathématiquement applicables à la résolution de l'équation différentielle. C'est pas le tout d'indiquer les conditions initiales physiques, à savoir que le courant initial dans une bobine est nul ou que la tension aux bornes d'un condensateur est nulle. C'est arriver à transposer ces conditions physiques en conditions mathématiques exploitables. Donc là encore, on va voir ça avec cet exercice, et là pour le coup cet exercice est quand même assez nettement plus compliqué que le précédent. La première question est très simple. Utilisez la loi des nœuds en A pour trouver la relation qui existe entre le courant I de T circulant dans R1 et C et le courant principal grand I et le courant dans la bobine IL, ainsi que le courant dans la résistance R2. Et le courant dans la résistance R2, on vous demande tout de suite de le reformuler en fonction de V et de R2, tout simplement. Alors là, il y a un problème de mise en page. Le courant IL, bien évidemment, c'est ce courant-là. Donc le courant grand I, c'est bien ce courant-là, et le courant petit i, c'est le courant qui circule dans R1 en série avec C. Donc l'écriture de la loi des nœuds, elle est très simple. On a grand I, le courant entrant, qui est à la somme des courants sortants, le courant IL, le courant dans la résistance R2, qui est donc V sur R2, plus le courant I. Alors, des petites lettres pour indiquer que ce sont des grandeurs variables dans le temps. Et c'est tout. Pour cette question-là, c'est pas très compliqué. Ensuite, on vous demande d'en déduire une expression de dI sur dt et de d2i sur dt carré en fonction de v de t et de sa dérivée première. En fait, c'est dI sur dt qui va être fonction de ces deux termes, et d2i sur dt carré, ça va être fonction de dv sur dt et de d de v sur dt carré. Indication, faites apparaître le lien entre DI, là encore il y a une faute de frappe, c'est DIL sur DT en fonction le lien qui existe entre DIL sur DT, la tension V et l'inductance L. Donc là, première chose, on vous demande d'exploiter l'équation qu'on a posée précédemment. Grand I est égal à IL plus V sur R2 plus I. Et donc on vous demande de dériver ça, tout simplement. Et pour faire apparaître du DI sur DT, on dérive. Et donc forcément, si on dérive un courant constant, on trouve 0. Ici, on va avoir du DIL sur DT. Ici, on va avoir du 1 sur R2 dV sur DT. Et ici, on a le fameux DI sur DT. Donc en fait, le DI sur DT, on l'a
presque DI sur DT égale moins DIL sur DT moins 1 sur R2 dV sur DT. Et donc ce qu'on vous demande de faire encore en plus, c'est de noter que DIL sur DT, on peut l'exprimer en fonction de V. On sait qu'on a V égale L DIL sur DT. La tension V, elle est présente aux bornes de la bobine. Donc en fait, DIL sur DT, c'est tout simplement V sur L. Donc ça fait du moins V sur L moins 1 sur R2 dV sur DT. Et donc là, je vais pas reprendre une autre slide pour écrire le D2I sur DT carré. Là, c'est très simple, je dérive une deuxième fois l'expression que je viens d'établir. Donc D2I sur DT carré, ça sera du moins 1 sur L dV sur DT moins 1 sur R2 D2V sur DT carré, tout simplement. Donc voilà pour la question 2. Ensuite, exprimer la tension V en fonction de C, R1, I et Q, la charge du condensateur. On rappelle que la tension VC aux bornes d'un condensateur est liée à la charge stockée Q par la relation Q égale à CVC. Et par ailleurs, le courant, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc je vais redessiner le schéma partiellement. On a R1, on a C, et donc on a un courant I qui circule, et donc on a une tension VC qui est égale à, d'après l'expression, Q sur C, et la tension aux bornes de R1, c'est R1I. Et ici, on a la tension V aux bornes de l'ensemble. D'où V égale R1I plus Q sur C. Donc là, en fait, il n'y a pas besoin de la relation I égale dQ sur dt, elle va servir par la suite, parce qu'on va dériver cette équation, mais c'est rappelé à titre indicatif ici. Donc là, justement, déduisez-en une expression de D2V sur D, alors c'est d'ailleurs le 2 est pas bien placé, D2V sur dt carré, en fonction de DI sur dt et D2I sur dt carré. Là encore, le 2 n'est pas bien placé. Donc là, c'est tout simple, hein. Je reprends cette expression-là. Et je vais la dériver une première fois. Ce qui me donne dV sur dt égale à R1 dI sur dt. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, bien évidemment. Et la dérivée d'une constante fois une variable, on fait sortir la constante devant. Donc dQ sur dt. Et donc ça, on peut le remplacer par I. Et donc ça ne suffit pas, en fait on vous demande la dérivée seconde, donc en fait on dérive une deuxième fois. Donc ça va faire du R1 D2I sur dt carré plus 1 sur C DI sur dt.
Et donc ça, c'est une équation qui régit le fonctionnement de la branche R1C. Et le fait est que les dérivées première et seconde du courant, on en a déjà établi une expression en s'intéressant au reste du circuit. Donc en fait, les questions précédentes, on va s'en servir pour établir une équation différentielle ordinaire. EDO, ça veut dire ça, équation différentielle ordinaire. Donc une équation différentielle comme celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, du second ordre à coefficient constant. Ça, c'est par opposition à d'autres types d'équations différentielles. Par exemple, les EDP sont en fait des équations aux dérivées partielles que vous verrez par exemple si vous faites un peu d'électromagnétisme, entre autres choses, et des ondes en général, ou bien de la thermique avec les équations de la chaleur, etc. etc. Donc ça, vous verrez ça plus tard. Donc le but étant à la fin d'établir une équation de cette forme-là. Donc d'ailleurs, je vais sûrement pas avoir suffisamment de slides pour faire tous les calculs, je vais en rajouter. Donc, première chose, j'ai l'équation, alors je vais copier les équations que j'ai déjà établies. Là, l'expression de dI sur dt. Et l'expression de d2i sur dt carré. Que l'on va réinjecter toutes les deux dans la dernière équation qu'on vient d'établir de d2v sur dt carré. Donc en fait, il suffit de remplacer ça par cette expression-là et ça par cette expression-là. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on aboutit à d2v sur dt carré égale à donc R1 fois tout ça. Donc on va avoir du moins R1 sur L dv sur dt moins R1 sur R2 d2v sur dt carré. Donc voilà pour le premier terme, plus 1 sur c fois, donc moins v sur L, donc moins 1 sur LC fois v, moins 1 sur R2C dv sur dt. Et c'est tout. Donc en fait, il va falloir assembler tous les termes ensemble, parce qu'il n'y a que les dérivées successives de v et v lui-même. Et donc je fais passer les termes du deuxième ordre. Donc on va avoir du 1 plus R1 sur R2, le tout fois D2V sur dt carré. Alors je pourrais mettre point point, mais bon, je l'écris en toutes lettres. Plus R1 sur L plus 1 sur R2C. Alors je ferai l'analyse dimensionnelle à la fin, une fois que j'aurai mis sous forme canonique. Donc les termes en dérivée première, c'est ces deux-là. Et il reste
plus 1 sur LC fois V. Le tout égal à 0. Donc ça n'est pas sous forme canonique. Pour avoir une forme canonique, il faut multiplier par LC pour avoir un V tout seul. Le terme non dérivé, il faut un 1 devant. Donc on multiplie par LC de chaque côté. Donc ça va faire du 1 plus R1 sur R2 fois LC. Donc je vais écrire V point point, ça sera plus compact. Plus, donc si je multiplie par LC et que je rentre le LC dans la parenthèse, le L va simplifier ici, il va rester du R1C plus LC divisé par R2C, les C simplifient, il va rester du L sur R2 V point plus V égale à 0. Et donc là, on a bien une équation différentielle du deuxième ordre à second membre constant, même plus que constant, il est nul. Donc, vu qu'on vous demande de le mettre sous une forme particulière, on va aller jusqu'à identifier les paramètres. Donc c'est une équation différentielle du deuxième ordre homogène. Et elle est canonique. Que l'on peut donc identifier à la forme 1 sur oméga 0 carré V point point plus 2 zeta sur oméga 0 V point plus V égale à 0. Donc là, le Z qu'on a vu précédemment, là il est noté de zeta. Alors dans certains ouvrages, on privilégie les lettres grecques, alors des fois c'est zeta, des fois c'est xi. Xi, ça ressemble à zeta, mais c'est plutôt comme ça. Donc c'est le coefficient d'amortissement, hein, de toute façon. Donc là, on identifie donc avec oméga 0 égale 1 sur racine de 1 plus R1 sur R2 fois LC. Alors, d'ailleurs dans l'énoncé, on vous dit égal à U. Donc ici, U est égal à 0. On peut difficilement faire plus simple. Et donc, zeta, ça va être égal à 1 demi de R1C plus L sur R2 fois oméga 0. Je réécris pas oméga 0 parce que c'est un peu lourd à écrire. Mais donc voilà. Et donc on va faire les applications numériques par la suite. Alors je vais vous donner les valeurs numériques. Donc vu qu'on vous donne les valeurs des paramètres, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Alors en termes d'analyse dimensionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que c'est une tension V. Donc normalement tous les termes ici, ça doit être des tensions. Et une somme de 3 tensions qui est égale à 0 volts. Donc V point, c'est une dérivée temporelle de tension, donc c'est des volts par seconde. Donc ça doit être multiplié par un coefficient qui doit être en secondes pour qu'au final ça fasse des volts. Et le fait est que R1C, c'est un produit RC, c'est une constante de temps. Et L sur R2, c'est une constante de temps aussi, pour un circuit RL. Donc des secondes plus des secondes, donc ça donne des secondes effectivement. Multiplié par des volts par seconde, ça donne des volts. Et puis donc ici, V point point, ça doit être des volts par seconde, des volts par seconde au carré. Donc en fait, ça doit être homogène à des secondes au carré.
Donc le 1 plus R1 sur R2, ça c'est sans dimension. Donc en fait, les secondes au carré, ça doit être la dimension de LC. Et donc bah, je vous rappelle, hein, une constante de temps de circuit RC, c'est RC. Et une constante de temps de circuit RL, c'est L sur R. Donc là, imaginons que vous ayez deux constantes de temps à multiplier l'une par l'autre. Les résistances se simplifient. Le produit LC, la dimension, c'est bien des secondes au carré. Donc le troisième terme, 1 plus R1 sur R2, le tout fois LC, le tout fois V point point, c'est bien homogène à des volts. Donc en termes d'analyse dimensionnelle, a priori, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est déjà ça. Donc expliciter les expressions de la pulsation propre oméga 0, du coefficient d'amortissement de zeta et du second membre U, on les a fait. Calculer les valeurs de oméga 0, virgule et U. Donc là en fait il manque un zeta. Et donc application numérique. Donc R1 est égal à R2 est égal à 500 ohms. C est égal à 200 microfarads et L est égal à 1 Henry, ce qui est une valeur qui est énorme hein, d'ailleurs. Donc, U, c'est 0. 0 volts, hein, c'est homogène à une tension. Mais donc c'est 0. Oméga 0, l'application numérique nous donne 50 et l'unité d'oméga 0, c'est des radians par seconde. Et zeta, eh bien la valeur c'est 2,55. Et donc si vous vous rappelez du résultat de l'exercice précédent, d'une donnée que je vous ai indiquée dans l'exercice précédent, c'est que quand zeta est supérieur à 1, quand z est supérieur à 1, il n'y a pas d'oscillation dans la solution que l'on trouve. Elle est de la forme a exponentielle R1t plus B exponentielle R2t avec R1 et R2 de racines réelles de l'équation caractéristique. Alors d'ailleurs, le problème principal dans cet exercice-là, c'est plutôt de bien formuler le problème, bien identifier l'équation différentielle et d'avoir tout ce qu'il faut pour la résoudre, mais on va même pas la résoudre. Hein. Alors, en considérant AT égale à 0, un courant nul dans L et une charge nulle aux bornes de C, quelle est la valeur initiale de la tension V? Donc en fait, il reste à définir les conditions initiales. Conditions initiales physiques. On vous dit que IL de 0 est égal à 0 et Q de 0 est égal à 0. Alors 0 ampère et 0 coulomb. Et au passage, Q de 0, ça correspond à une tension VC qui est nulle. 0 volts. Or, l'équation à résoudre porte sur V de T. Il faut définir des conditions initiales sur V de T. Donc plus précisément, pour une équation du deuxième ordre, deux conditions initiales
V de 0 égale, et V point de 0 égale. Donc c'est ces deux choses-là qu'il va falloir déterminer. Donc, en ce qui concerne la condition initiale V de 0. Alors, je vous rappelle qu'on a établi que dès le départ, grand I est égal à IL de 0. Pardon, j'anticipe. IL plus V sur R2 plus I à chaque instant. Et en particulier, à t égale à 0, ça donne I est égal à IL de 0 plus V de 0 sur R2 plus I de 0. Et il reste à déterminer en fait le V de 0, c'est précisément ça qu'on va chercher. Là, on peut tout de suite appliquer la condition physique qui consiste à dire que IL de 0 vaut 0. Par contre, dans cette équation-là, grand I est connu, ça vaut 1 mA, je crois. Oui, c'est ça. Et I de 0, par contre, ça, c'est pas déterminé tout de suite. Pour pouvoir le déterminer, il faut rappeler comment se comporte la branche R1C. On a V est égal à R1I plus VC à chaque instant. Donc la tension V qui s'applique à l'ensemble des branches, mais en particulier à R1 en série avec C, c'est la tension au bord de R1 plus la tension au bord de C. Or, la condition physique que l'on a posée, condensateur déchargé VC, pardon, j'anticipe, à T égale à 0, V de 0 est égal à R1I de 0 plus VC de 0. Et donc, VC de 0, la condition physique initiale, c'est condensateur déchargé, VC de 0 est égal à 0. Conclusion, on est capable de faire le lien entre I de 0 et V de 0. On a tout simplement I de 0 est égal à V0 sur R1. Et donc si on réinjecte ça là-dedans, donc on va avoir, alors je vais l'écrire sous la forme 1 sur R1 plus 1 sur R2, le tout fois V de 0. D'où V de 0 égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 à la puissance moins 1 j'ai un petit problème de menu qui veut pas s'en aller. Bon, c'est pas grave. Fois grand I. Et donc là, l'application numérique nous donne, donc là je vous donne tout de suite le résultat, hein, si Scilab il est là, le 1 sur R1 plus 1 sur R2 entre parenthèses à la puissance moins 1, le tout fois I, ça fait 0,25 volts. Donc voilà la condition initiale, la première condition initiale que l'on avait à établir. 250 millivolts ou 0,25 volts. Et la condition initiale qui suit, c'est la dérivée dV sur dt à t égale à 0, que vaut
ça. Hein. Donc c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, v.20 égale à 0. Égale à point d'interrogation. Parce que ça vaut pas 0 là pour le coup. Et donc il faut faire un calcul. Donc pour répondre à la question, en fait, l'équation que l'on a écrite au début, I égale à IL plus V sur R2 plus I, on l'avait dérivé. Ce qui donne 0 égale à DIL sur DT plus 1 sur R2 dV sur DT plus DI sur DT. Et donc ça, c'est vrai à chaque instant, mais donc à t égale à 0, on a DIL sur DT pour t égale à 0, plus 1 sur R2 dV sur DT pour t égale à 0, plus DI sur DT pour t égale à 0, qui est égal à 0. Alors là, je préfère ne pas utiliser la notation condensée des dérivés, parce que un V point, ça va, mais un I point, vu qu'il y a déjà un point sur le I au départ, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'équation de la deuxième branche, de la branche R1C. On a V, on a VC, on a R1I, avec un I qui circule comme ceci. On a donc, je réécris l'équation, V est égal à R1I plus, alors c'était Q sur C, hein, attention. Donc cette équation-là, que l'on avait également dérivée. Donc vous allez avoir du dV sur dt égale à R1 dI sur dt plus 1 sur C dQ sur dt. Et en l'occurrence, dQ sur dt, c'est I. Donc ça, c'est vrai à chaque instant. Et donc, à t égale à 0, on a dV sur dt pour t égale à 0 est égal à R1 dI sur dt pour t égale à 0 plus 1 sur C I de 0. Et donc, on va pouvoir se servir de ce deuxième résultat pour écrire DI sur DT égale. Alors, je vais l'écrire en bas. Hein. Je ne vais pas encore changer tout de suite de page. DI sur DT pour T égale à 0, bah, c'est égal à 1 sur R1, facteur de dV sur dt pour T égale à 0, moins 1 sur C I de 0. Et donc, une fois qu'on a posé ça, on peut réinjecter ce résultat là-dedans, dans la première équation où on avait déjà un terme DI sur DT à T égale à 0. Résultat précédent réinjecté
dans l'équation. Alors je ne lui avais pas donné de nom, je vais la réécrire. DIL sur dt pour t égale à 0 plus 1 sur R2 dv sur dt pour t égale à 0 plus di sur dt pour t égale à 0. Le tout étant égal à 0. Donc c'est ça que l'on remplace. On obtient DIL sur dt pour t égale à 0 plus 1 sur R2 dv sur dt pour t égale à 0 plus 1 sur R1 facteur de dv sur dt pour t égale à 0 moins 1 sur c i de 0 égale à 0. Et donc, le dv sur dt, il apparaît deux fois. On peut rassembler ces deux termes et garder les deux autres à part pour finalement avoir dv sur dt pour t égale à 0 égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 à la puissance moins 1 fois. Donc le terme qui est là, il va passer de l'autre côté avec un plus. 1 sur R1C fois I de 0. Et celui-là, il va passer avec un moins. Moins DIL sur DT pour T égale à 0. Il reste un dernier petit travail. Donc là, je vais recopier cette équation-là au slide suivant. Or, DIL sur DT, bah en fait, LDIL sur DT, c'est VL. Et VL, la tension aux bornes de L, c'est V. Donc en fait, DIL sur DT, c'est V sur L à chaque instant. D'où DIL sur DT à T égale à 0. Et ben en fait, c'est V0 sur L. On aboutit donc au résultat calculable dv sur dt pour t égale à 0 égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 puissance moins 1 fois 1 sur R1 C I de 0 moins V de 0 sur L. Alors, au passage, I de 0, c'est le courant qui circule dans la branche au démarrage. Donc en fait, quand le condensateur est déchargé, quand C est déchargé, la tension V s'applique intégralement aux bornes de R1. Donc en fait, c'est V de 0 sur R1. Donc c'est pas tout à fait calculable avec les données du problème, mais donc on avait calculé la tension initiale, et avec cette tension initiale, vous avez le courant initial. Et tout calcul fait, on tombe sur une valeur numérique qui vaut moins 61,25 volts par seconde. Dans les unités légales, ça donne ça. Et donc,
connaissant la condition initiale sur V et sur sa dérivée première, on peut résoudre complètement notre équation différentielle. Ce qu'on a déjà calculé montre qu'on peut s'attendre à un régime non oscillant pour cette réponse. Et la solution étant purement homogène, elle va tendre vers 0. Donc on part de 250 millivolts positif, hein, donc, et on tend vers 0 et c'est logique que l'on ait une pente négative, on doit se ramener à 0. Donc pour nous conforter dans cette idée, ce que je vous propose, c'est de regarder ce que donne un logiciel de simulation. Donc le logiciel LTSpice, qui au moment où vous regarderez cette vidéo, vous avez peut-être déjà commencé à faire les TP à distance avec. Donc ce logiciel permet de faire des simulations en régime continu et en régime transitoire et même en régime permanent sinusoïdal d'ailleurs. Donc le circuit, il est constitué d'une bobine, d'une résistance en parallèle et d'un circuit encore en parallèle constitué d'une résistance en série avec un condensateur. Alors les noms des composants n'est pas le même que dans l'énoncé. Le R2 et le R1 changent de rôle et puis donc les inductances et condensateurs ont un numéro, mais donc on a bien un Henry, 500 ohms, 500 ohms et 200 microfarads. Et on a ici le symbole ressemble pas trop à ce que vous avez vu en cours. C'est un logiciel américain, mais c'est bien le symbole d'une source de courant, hein. Dans les composants, vous avez des accès rapides à des composants de base, résistance, condensateur, bobine, diode, etc. Mais donc vous avez toute une bibliothèque de composants, et là c'est bien le symbole d'une source de courant, current, alors que une source de tension, le symbole est comme ceci. Et donc la flèche vous indique le sens du courant. Cancel, et donc une fois que vous avez sélectionné, vous devez le poser sur la page, et si elle n'est pas dans le bon sens, un CTRL R vous permet de l'orienter dans le sens que vous voulez. Là en l'occurrence, le courant va sortir vers le haut et aller là-dedans. Une chose indispensable pour faire ce genre de simulation, c'est d'indiquer la masse. Donc la masse, elle est ici. Et donc on est amené à faire des simulations et après à visualiser certaines grandeurs. On peut mesurer des courants, des tensions. Là, on s'intéresse à la tension. Préconfiguré, vous avez une simulation de type transitoire. Et donc là, j'ai coché cette valeur-là, enfin bon, ce paramètre-là. Et donc une fois que c'est configuré, on lance la simulation, ça ouvre une fenêtre de tracé de forme d'onde, mais pour l'instant il n'y a rien de marqué, et en fait on vient piocher les signaux que l'on souhaite observer. Donc si on se met sur un fil, on a une sonde de type sonde d'oscilloscope pour mesurer une tension, et quand on veut mesurer un courant, on se place au-dessus d'un composant et vous avez une sorte de pince ampère-métrique, donc ça ressemble à un appareil pour mesurer le courant qui n'est pas intrusif. On vient pincer un fil et on va mesurer le courant qui passe au travers grâce au champ magnétique qui est généré. Enfin bon, donc là en l'occurrence, ça permet de mesurer le courant qui est dirigé vers le bas dans la bobine L1. Donc si je clique dessus, je vais voir le courant, mais donc c'est pas ce qu'on veut voir. Là, on veut voir la tension. Et donc la tension, ici, donc là la simulation dure 1 seconde, c'est un peu long par rapport au transitoire qu'on a observé, je vais zoomer un peu, et le fait est que l'on a un signal qui part d'une valeur qui est apparemment de 250 millivolts, donc très bien. Et donc en ce qui concerne la pente,
Donc là, je vais essayer de zoomer pour avoir une indication assez précise. Est-ce que je tombe sur... Là, ça a l'air d'être quasiment en ligne droite. Ça, c'est peut-être infléchi. Donc, en fait, la pente que je vais calculer sera sans doute pas égale à la pente théorique. Mais bon, c'est juste à titre indicatif. On part de 250 millivolts ici pour atteindre une valeur de 215 millivolts, c'est-à-dire une chute de tension de 35 millivolts, 0,035 en 630 microsecondes. Et on trouve 55, donc j'ai pas le millisigne moins, mais c'est bien une pente négative, 55,5 volts par seconde. Donc ça c'est du fait de du fait que la courbe elle n'est pas rectiligne sur cette zone là. J'aurais dû zoomer davantage pour être plus proche du point de départ, pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Donc là en 100 microsecondes on a une chute de 6 millivolts. Là on peut voir 6 millivolts en 100 microsecondes, et donc là ça correspond bien à 60 volts par seconde. Là pour le coup ça tombe rond, donc c'est une approximation. En fait, si on zoome, normalement on passe très probablement en dessous des 244 millivolts. Donc la pente est légèrement supérieure en valeur absolue à 60 volts par seconde, et donc c'est conforme de toute façon à ce que l'on a trouvé, moins 61,25. Donc voilà, un moyen de vérification de calcul fait à la main avec un outil de simulation donc qui permet très rapidement de résoudre une équation différentielle sans s'embêter à faire pas mal de calculs. Parce que donc là, le but de cet exercice était clairement de montrer que avant même d'avoir à résoudre l'équation différentielle, le plus dur c'est de la poser et de poser les conditions initiales qui sont pas triviales là en l'occurrence. La valeur initiale de la tension, ça nécessite un petit calcul pour la trouver, et la valeur initiale de la dérivée également. Ça ne saute pas aux yeux à partir des conditions initiales physiques que sont un courant nul dans la bobine et une tension nulle aux bornes du condensateur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.